L'observance minutieuse de certains conflits conjugaux démontre que l'ignorance de sa personnalité et celle de son conjoint ou sa conjointe est une des causes majeures des conflits conjugaux. Bien se connaître et connaître l'autre permet de mieux se comprendre et donc d'anticiper sur certains problèmes qui pourraient survenir. Parmi les préalables au mariage, une étude de personnalité est nécessaire. Toutefois, même lorsqu'on l'a fait, un recyclage est important. Et lorsqu'on s'est engagé sans, n'est-ce pas, avoir au préalable connu la personne et se connaître soi-même comme il se doit, il est important de se rattraper. Voilà l'objet de l'émission de cet après-midi. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de la radio Upper Room, bienvenue à l'émission Au cœur de la famille. Comme vous avez pu le constater dans ces propos introductifs, nous parlons cet après-midi des tempéraments. Il est important de connaître son tempérament et celui de l'autre avant de s'engager dans les voies du mariage. Parce que lorsqu'on ne le fait pas, les conséquences dans le mariage, n'est-ce pas, se montrent très vite et affectent la qualité, n'est-ce pas, de la relation qu'on a avec son épouse, avec son époux. La gestion des tempéraments dans un couple, voilà le thème de cet après-midi. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à l'émission Au cœur de la famille. Éviter les conflits conjugaux liés aux différences de tempérament. Voilà l'objet, voilà le but, l'objectif premier de cette émission, de l'émission de cet après-midi. Éviter les conflits conjugaux liés aux différences de tempérament. Nous voulons, à travers l'émission d'aujourd'hui, je vous ai dit, bien-aimés, chers auditeurs de la radio Upper Room, que l'objectif de l'émission Au cœur de la famille n'est pas seulement de faire une émission pour faire une émission. C'est une opportunité que nous offrons aux auditeurs de la radio Upper Room de s'informer, de s'instruire, mais aussi de se former et de se recycler pour ce qui est de leur mariage. Nous voulons donc, à travers ce thème, le thème sur la gestion des tempéraments dans le foyer ou dans le couple, amener les uns et les autres à comprendre le concept de tempérament, connaître son tempérament et celui de l'autre, identifier ses forces et les mettre à profit, identifier ses faiblesses et savoir les apprivoiser, agir en fonction du tempérament de l'autre, faire de nos différences des forces pour nos couples, changer de paradigme en prenant en compte la personne nouvelle que nous sommes devenus en Christ Jésus. Voilà, chers auditeurs, mesdames et messieurs, les objectifs que nous voulons atteindre cet après-midi, si le temps nous le permet, n'est-ce pas, à travers cette émission sur la gestion des tempéraments. Pour notre propos introductif, nous allons parler des origines, n'est-ce pas? Quand on parle de tempérament, c'est quoi? Ça sort d'où? Ça vient d'où? C'est quoi exactement les tempéraments? Nous parlerons des différents types de tempéraments qu'on peut avoir. Parce que chaque individu a été créé avec un tempérament qui lui sied. Et nous le verrons dans les origines, qui va acquérir aussi
Donc des tempéraments qui sont innés, mais aussi des tempéraments qu'il va acquérir. On verra ces différents types de tempéraments. Nous verrons également les interactions dans les différences de tempéraments. Comment est-ce qu'on peut interagir si je suis de ce type de tempérament? Comment interagir avec telle autre personne et surtout mon conjoint, ma conjointe, lorsque nous sommes de tempéraments différents ou alors même lorsque nous avons les mêmes tempéraments. Et nous allons parler changement de paradigme parce que voilà ce que la science nous fait comprendre. La science, elle nous fait comprendre en réalité que lorsqu'on est d'un certain type de tempérament, il est difficile d'interagir avec un autre type de tempérament. Or, nous verrons, en changeant de paradigme, que nous pouvons effectivement interagir les uns les autres, quel que soit notre tempérament, et ceci est d'autant plus vrai que le Seigneur nous a renouvelés. Nous verrons tout cela. Alors, l'origine. Le tempérament de chaque individu est une sorte de fondement de sa personnalité. Il est le résultat de deux éléments fondamentaux. Je le disais tout à l'heure. Les caractéristiques héréditaires qu'on a, n'est-ce pas, héritées de nos parents et grands-parents. C'est-à-dire que on devient, n'est-ce pas, d'un certain type de tempérament parce que notre papa l'a été, parce que notre grand-père ou notre grand-mère ou notre maman l'a également été. Donc, nous héritons des gènes de nos parents et ces gènes, forcément, nous amènent à nous comporter comme ces derniers. La deuxième source, ou alors la deuxième origine de nos tempéraments vient de l'environnement. L'environnement social, l'environnement familial et autres, même les médias, les réseaux sociaux, tout ce qui peut influencer notre comportement, n'est-ce pas, forge notre tempérament. Donc voilà les deux grandes sources d'origine de tempérament. Nous héritons déjà les gènes de nos parents et de nos grands-parents. Et ensuite, l'environnement dans lequel nous grandissons, nous évoluons, façonne notre tempérament. Un enfant qui a grandi dans le quartier, par exemple, je dis n'importe quoi, Bonanjo, ne va pas avoir les mêmes réactions, les mêmes comportements qu'un enfant qui a grandi, par exemple, à Bepanda ou à Niebel. C'est deux environnements différents. C'est deux tempéraments forcément qui seront différents. Alors, les caractéristiques héréditaires sont transmises par les gènes, je l'ai dit tout à l'heure. Ce que nous avons, l'unité de base et l'hérédité. Donc, ton papa, s'il a été un homme colérique, il y a de grandes chances que tu aies ces gènes en toi. Si ça a été quelqu'un de calme, il y a de grandes chances, n'est-ce pas, que tu sois quelqu'un de calme. Les tempéraments issus de ceux-ci façonnent la qualité, les qualités et les faiblesses de caractère, n'est-ce pas, de chacun. Tu ressembles exactement à ton papa, à ta maman, à tes grands-parents également. Donc c'est important de saisir que, en réalité, les gènes que nous avons hérités de nos parents font d'une certaine manière de nous ce que nous sommes. Et donc, on peut parfois avoir en face de nous notre conjoint, notre épouse ou notre époux qui affiche un certain comportement, qui se comporte d'une certaine manière. Parfois, ne lui en voulons pas beaucoup parce que elle, en fait, ou il peut juste être en train de subir les gènes qui sont les siennes et qu'il ou elle a hérité de ses ascendants, que ce soit ses parents ou ses grands-parents. J'ai parlé tout à l'heure de l'environnement dans lequel on évolue, n'est-ce pas? Ça influence considérablement la personnalité de chaque individu. Un vieil adage dit, les gènes chargent le pistolet et l'environnement appuie sur la gâchette. C'est-à-dire que tu peux naître d'un papa calme, mais tu grandis dans un environnement où tu as des amis qui sont assez violents. Ils vont finalement impacter, n'est-ce pas, ton comportement. Il est dit quelque part que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, on dira aussi, dis-moi avec qui tu marches, et je dirai qui tu es.
Si vous marchez longtemps avec un fumeur, vous risquez à la longue de devenir un fumeur. Si vous marchez avec un soulard ou alors un buveur d'alcool, vous risquez à la longue, n'est-ce pas, de devenir comme lui. Donc il y a déjà le cocon familial qui nous façonne, qui façonne notre tempérament, qui façonne notre comportement. Il y a le voisinage aussi, qui influence, n'est-ce pas, considérablement notre environnement. Il y a la vie scolaire et académique. Lorsque l'enfant sort, voilà la rentrée scolaire dès lundi prochain, vous allez avoir un enfant peut-être qui a 3 ans, 4 ans, qui va à la maternelle. Ben, vous verrez en fin d'année que son comportement aura changé. Il y a des camarades de classe qui lui ont certainement influencé. Il y a des enseignants, des maîtresses, des maîtres, voilà, qui vont certainement l'influencer. Il n'aura plus seulement, pour seul vis-à-vis ses parents, ses frères, ses sœurs, mais il aura également ces nouvelles personnes qui sont dans sa vie et qui vont forcément influencer sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon d'agir. Il y a également la vie professionnelle. Lorsqu'on a terminé avec les études, on se lance dans la vie professionnelle. Quand on intègre déjà le milieu professionnel, on va forcément être impacté par un collègue, par un chef, ou même par un subalterne, par sa façon de faire. Vous arrivez peut-être dans l'entreprise, vous étiez habitué à, je ne sais pas moi, à vous réveiller à 7h ou à 8h, mais là, vous êtes obligé de pointer à 7h30. Donc, vous allez adopter l'attitude de ponctualité. Vous allez adopter certaines disciplines, peut-être à la maison ou à l'école. On est passé rigoureux avec vous, mais en entreprise, il suffira que vous fassiez 1 ou 2 erreurs, vous aurez une demande d'explication et vous serez sanctionné. Donc, ça va vous influencer. Vous allez voir peut-être un collègue qui a une façon de s'habiller, ça va vous influencer. Vous allez voir des collègues ou des chefs et tout, même des clients, pour ceux qui travaillent au front office, peuvent être influencés, n'est-ce pas, par la coiffure, par le vestimentaire, par la façon de parler d'un client, ainsi de suite. Donc le milieu professionnel va également affecter, n'est-ce pas, ou alors influencer notre personnalité. Je parlais des médias et autres réseaux sociaux. Nous suivons dans les médias et autres réseaux sociaux les leaders, certains leaders, n'est-ce pas, qui peuvent nous influencer d'une manière ou d'une autre. Écoutez, beaucoup d'enfants aujourd'hui ont pour modèle des sportifs comme Samuel Eto'o. Beaucoup de personnes ont pour, surtout dans le corps du Christ, n'est-ce pas, des modèles, comme certains pasteurs, les Raoul Wafo, les Karambiri, voilà, tous ces grands hommes de Dieu, ils influencent parfois, n'est-ce pas, les uns et les autres, à cause de leur leadership, à cause de leur façon de faire. Donc il y a des influenceurs aussi aujourd'hui, malheureusement. Ces influenceurs n'influencent pas toujours dans le bon sens, mais toujours est-il qu'ils influencent. Leur façon de s'habiller, on voit aujourd'hui, parce que les jeunes filles commencent à marcher dos, ventre dehors et tout, faire des piercings ou des tatouages, parce qu'on est, n'est-ce pas, influencé par ces personnes qu'on appelle influenceurs justement, et qui peuvent impacter malheureusement parfois négativement la vie des uns et des autres. Donc, notre environnement, de manière générale, influence forcément notre personnalité, influence notre tempérament. Alors, après, nous allons prendre une petite pause et après nous parlerons très rapidement des différents types de tempéraments. Voilà, nous verrons quels sont les tempéraments que, voilà, les grands groupes de tempéraments, mais aussi nous entrons dans ces grands groupes pour voir en détail les différents types et nous essayerons de les décortiquer et de voir comment, n'est-ce pas, interagir avec les autres. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, vous suivez la radio Upper Room et l'émission s'appelle Au cœur de la famille. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, c'est-à-dire ce que nous héritons de nos parents, mais aussi l'environnement dans lequel nous grandissons, l'environnement familial, l'environnement social, l'environnement socio-professionnel, l'environnement scolaire et académique. On a parlé également des réseaux sociaux et autres. Et nous avons vu, n'est-ce pas, que
il y a différents types de tempéraments. Et nous allons essayer de les décortiquer. Alors, il y a deux grandes classes de tempéraments, les extravertis et les introvertis. C'est très important de savoir ça. Il y a les extravertis et les introvertis. Et dans les extravertis, il y a deux sous-groupes également. Les influents, qu'on peut aussi appeler les sanguins, et les dominants, qu'on appelle aussi les colériques. Dans la grande classe des introvertis, il y a les silencieux, qu'on appelle aussi mélancoliques, et les constants, qu'on appelle flegmatiques. Alors, nous allons commencer par les extravertis. Je disais tout à l'heure que dans la classe des extravertis, il y a deux sous-groupes qu'on appelle les influents ou sanguins et le dominant. Alors, l'influent ou sanguin, c'est qui? Alors, notez bien que celui qu'on appelle influent dans le tempérament, c'est, ou un sanguin, d'autres appelleront sanguin, c'est quelqu'un de jovial et influent. C'est quelqu'un qui aime impressionner et marquer positivement les gens. Il aime être au centre de l'attention, bon parleur et distrayant. Il est très bavard, mais sait mobiliser les gens et les convaincre pour l'atteinte d'un objectif. Alors, dans les Écritures, nous avons des personnes comme le roi David, comme Samson, pardon, qui n'était pas roi, mais Samson. Nous avons Pierre également. C'était des personnes qui prenaient beaucoup de l'envergure, qui avaient beaucoup d'envergure, qui savaient mobiliser les gens, qui savaient convaincre les gens. Dans le monde séculier, nous parlerons du président Bill Clinton, qui est un très bon parleur, qui sait, n'est-ce pas, haranguer les foules. Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on découvre on définit, n'est-ce pas, les influents ou les sanguins. Alors, quelles sont leurs qualités? Alors, il faut dire que l'influent, c'est quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, de charismatique. C'est des personnes charismatiques, éloquents, n'est-ce pas? C'est des personnes éloquentes, ingénieuses et très persuasives. J'ai dit que c'est des gens qui savent parler. C'est des gens qui ont le verbe, comme on dit souvent. Ils sont très intelligents, très convaincants et trouvent toujours des arguments justes dans les débats au point de faire changer d'avis leurs contradicteurs. En couple, ils sont intimes, ils sont chaleureux et encourageants. Voilà une des qualités de l'influent. Ah, mais c'est aussi des gens qui aiment la vie, c'est de bons vivants. Ils aiment bien sortir, surtout avec des amis, faire la fête. C'est des ambianceurs, n'est-ce pas? C'est eux qui savent mettre l'ambiance. Voilà. C'est aussi des fins gourmets. Ils n'aiment pas s'accommoder des choses nécessitant une grande réflexion. C'est des gens un peu superficiels. Ils sont adeptes des moments de qualité en famille. C'est très important. Vous qui nous suivez, notez bien ces différentes qualités de l'influent ou le sanguin. Alors, l'autre qualité de l'influent et du sanguin, c'est qu'il est un homme optimiste. C'est quelqu'un d'optimiste, qui ne se décourage pas vite. C'est quelqu'un d'optimiste. Et donc, il est positif, n'est-ce pas? Il ne connaît pas il ne pense pas à l'échec. Quand il se lance dans un projet, il est très enthousiaste, inarrêtable. Il ne prend pas le temps d'analyser les situations, et sait mobiliser les autres autour d'un projet. Il est d'ailleurs la personne indiquée pour lancer un projet compliqué, malgré qu'il ne l'achève pas généralement. On va peut-être parler tout à l'heure des défauts. En couple, il faut que l'autre conjoint le canalise. Ah, c'est très important qu'on en arrive là, chers auditeurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers Facebook. Si vous avez un époux qui a ces qualités, ou alors ce profil, qui est un influent, qui est un sanguin, sachez le canaliser. Si vous avez une épouse qui a ce tempérament, sachez la canaliser. Alors, c'est aussi quelqu'un de curieux. Il aime s'informer surtout, voilà, même parfois sur des choses qui ne le concernent pas. En bon communicant, il sait soutirer les informations pertinentes.
afin d'en parler si besoin avec assurance. Donc, c'est quelqu'un de curieux qui recherche des informations, voilà, et qui sait aussi communiquer. C'est un visionnaire. L'influent ou le sanguin est un rêveur. Il est capable de mettre sur pied une organisation bien structurée et planifier ses activités. Toutefois, son optimisme l'empêche de voir des obstacles. Aussi faut-il des gens pour l'accompagner. On l'a dit dans le foyer, si vous avez un époux, une épouse, sanguin ou sanguine, sachez, n'est-ce pas, canaliser. Et aussi dans les groupes, si vous avez je parle ici aux leaders, dans les assemblées, si vous avez un bien-aimé qui a cette envergure, qui sait parler et tout, qui tient ce leadership-là, sachez, n'est-ce pas, l'accompagner. Sachez le canaliser. Et c'est quelqu'un de généreux. Le sanguin est généreux. Dans le verbe, bon animateur, sait apprécier les autres, adepte du pardon et de la réconciliation. Aime partager avec ceux qui sont dans le besoin. Amitié et amour, très amical, très attachant. Aime d'un amour vrai. Voilà donc certaines qualités. Si vous voyez cela chez votre moitié, votre conjoint, votre conjointe, sachez qu'il est influent, sachez qu'elle est influente, sachez qu'elle est sanguin, sachez qu'elle est sanguine. Voilà. Alors, mais, vous savez, il n'y a pas que le bon côté des choses. Il y a aussi, n'est-ce pas, les défauts du sanguin, les défauts de l'influent. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui touche à tout. Il veut tout savoir. Il veut s'impliquer dans tout. Il est très sollicité à cause de ses qualités. Il s'engage dans plusieurs activités, dans plusieurs projets à la fois. Vous avez un époux, par exemple, qui va, pendant que vous êtes en train de penser à acheter un terrain, il est en train de voir comment vous allez ouvrir une boutique. Il est en train de voir comment vous pouvez avoir un champ en même temps. Et il vous parle de tous ces projets jusqu'à ce que vous en avez, n'est-ce pas, l'eau à la bouche. Mais il ne va jamais s'engager sérieusement au point d'achever un projet. C'est pourquoi il faut le canaliser. C'est pourquoi il faut, n'est-ce pas, l'amener, l'accompagner dans ce projet-là pour lui dire c'est bon de faire celui-ci d'abord, l'achever et attaquer un autre. Le sanguin veut, c'est un touche à tout. Il veut tout faire. Il est partout à la fois, ce qui l'amène à être finalement improductif. Surtout, il lui est difficile d'achever un projet. Je l'ai dit. Je vais vous faire une petite confidence, chers auditeurs, mesdames et messieurs. Je suis un sanguin. Je suis un influent. Et malheureusement, ceci est tellement vrai pour moi, et je suis sûr que c'est vrai pour ceux qui se reconnaissent comme sanguins, comme influents. Donc, le touche-à-tout, l'influent, c'est quelqu'un qui, dans une assemblée, a tellement de qualités que le leader va vouloir lui confier toutes les responsabilités. Faites attention. Faites attention. Il faut être vraiment méticuleux. Ne l'affectez pas partout parce qu'il va tout faire et ne rien faire. Alors, le faible d'esprit, il est faible d'esprit. C'est ça l'influent. Il est facilement influençable et manque de discipline. Voilà. Il est facilement influençable. Il lui est difficile de prendre une décision et la maintenir. Comme je l'ai dit dans ses qualités, c'est quelqu'un qui est généreux, qui veut satisfaire tout le monde. Voilà. Il veut satisfaire tout le monde. Donc, dès que vous le posez, il veut résoudre, il veut vous aider, vous accompagner. Pourtant, il est déjà engagé dans un autre projet ailleurs. Ce qui le rend, n'est-ce pas, faible d'esprit. Alors, il est aussi compromettant. C'est quelqu'un qui aime jouer les entremetteurs entre des personnes en conflit et faire des compromis. C'est quelqu'un qui va vouloir résoudre tous les problèmes. Parfois même les problèmes sur lesquels il ne faut pas qu'il s'engage. Il s'engage quand même. Et il va essayer de faire des compromis qui ne sont même pas acceptables. Donc, parfois, c'est plutôt mauvais. Ce qui crée des déçus qui pourtant auraient dû être rétablis dans leur droit. Voilà. Tu vas, n'est-ce pas, perdre ton bien. Tu vas perdre quelque chose parce que il t'a convaincu. Comme il s'est parlé, comme il s'est convaincre. Il t'a convaincu ou elle t'a convaincu de laisser tomber. Et tu as perdu ton bien. Donc faites attention avec le sanguin, surtout lorsque vous voulez gérer un conflit.
C'est quelqu'un qui est oublieux. Le sanguin est oublieux. Il prend des résolutions, il prend des décisions, et après il oublie. Il oublie les rendez-vous. C'est quelqu'un qui va perdre ses clés tout le temps. Moi, parfois, j'arrive à perdre mes lunettes, à mettre les lunettes quelque part, je ne retrouve pas. C'est notre tempérament. Il perd ses pièces d'identité. Il n'est pas stable. Voilà. Il est égocentrique. Le sanguin aime monopoliser la parole et veut que tout le monde l'écoute et adhère à son point de vue. Il aime être apprécié et est prêt à se faire ses propres éloges si les autres ne le font pas. Voilà le défaut, notre défaut, nous les sanguins. Il est instable émotionnellement, très vulnérable sur le plan émotionnel, de même qu'il est capable de mobiliser toutes les ressources pour l'accomplissement d'un projet, de même, il peut tout lâcher et sombrer dans le découragement total. Et aussi, on peut facilement l'entraîner, n'est-ce pas, dans le péché. Comme il veut satisfaire tout le monde, comme il aime avoir des éloges. Vous savez, si vous voulez vous faire toujours apprécier des hommes, parfois posez-vous la question, est-ce que Dieu est content de moi? Donc le défaut du sanguin, le défaut, n'est-ce pas, de l'influent, c'est qu'il veut se faire apprécier des hommes. Et ça, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Voilà. Nous allons, n'appelez pas, n'appelez pas, bien aimé, s'il vous plaît, n'appelez pas. Peut-être après cette émission, voilà, nous avons fini avec le sanguin ou l'influent. Je voudrais que nous parlions maintenant du dominant ou colérique. C'est toujours, il entre dans la grande classe des extravertis, des personnes qui ont un tempérament, n'est-ce pas, extraverti. Voilà. Donc on a fini avec le sanguin, on parle maintenant du dominant. Alors le dominant, c'est qui? C'est un grand bâtisseur, gros bosseur et téméraire. Le dominant est le prototype parfait du leader. C'est quelqu'un de rapide, de pratique et actif. C'est quelqu'un qui a une volonté forte de réussir avec ou sans soutien. Malheureusement, il se sert souvent des autres et s'en débarrasse après. Alors, dans les Écritures, on a quelqu'un comme Absalom. Connaissons tous l'histoire d'Absalom. Je vous invite à lire, on n'a pas beaucoup de temps. Si vous lisez 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 25, vous allez voir un trait de caractère, n'est-ce pas, d'Absalom. Voilà. Dans le monde séculier, on peut aussi parler du président Bush. Voilà. C'est des gens qui sont, c'est des dominants, c'est des colériques, voilà, qui sont pragmatiques, qui sont rapides, actifs et volontaires dans le but, n'est-ce pas, de réussir. Alors, les qualités du dominant ou colérique, c'est quelqu'un, je l'ai dit, de téméraire. C'est un obstiné qui n'hésite pas à s'engager dans des projets que les autres trouvaient irréalisables. Voilà. Il est donc très difficile, voire impossible, de le dissuader lorsqu'il prend une décision. C'est quelqu'un de téméraire. Le dominant ou le colérique, c'est quelqu'un de téméraire. C'est un travailleur acharné. Gros bosseur, je l'ai dit. Il est constamment occupé. Il est perfectionniste, même s'il n'est pas dans les détails. C'est aussi un très bon planificateur. Voilà. Donc, j'espère, avec ces 2 qualités, que vous commencez un peu à vous retrouver dans votre tempérament. C'est un leader né. Son charisme fait de lui le chef. C'est un dirigeant ferme et exigeant. Il est ambitieux et fait tout pour réussir. Voilà. J'ai donné les exemples, là j'ai oublié de parler de Paul. C'est un trait de caractère de Paul. Voilà. Paul était un dominant, c'était un colérique. Alors, une autre qualité du dominant, c'est quelqu'un d'ambitieux et de courageux. Le dominant est convaincu d'être le plus fort, même lorsqu'il a plus fort en face de lui. Il ne craint pas l'adversité. C'est quelqu'un qui a une confiance absolue en lui. Voilà. C'est un lion, comme on dit souvent. C'est un lion. C'est un lion. C'est quelqu'un d'optimiste et autosuffisant. Il voit l'opportunité là où les autres voient les obstacles. Il ne compte sur personne. Vous avez certainement lu l'histoire de Caleb.
hein, et Josué, dans la parole, dans la Bible. Voilà. Ces personnes ont ce tempérament-là. C'est des gens optimistes et autosuffisants. Quand il a fallu donner le rapport, quand ils sont revenus, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, à l'ordre de Moïse, d'aller guetter, voilà, là où ils devaient aller, et ils sont revenus, pendant que les autres disaient, les habitants de ce pays sont des géants, voilà, et tout, ils sont revenus, ils ont dit, mais ces gens-là, c'est des sauterelles, on peut les écraser, on peut les anéantir, c'est des gens optimistes, n'est-ce pas? Et c'est un trait de caractère des colériques, des dominants. Comme pour les influents, les dominants également ont des défauts. C'est des gens qui ont une absence de compassion. Ils considèrent ceux qui sont dans le besoin comme des paresseux. Parce que voyez-vous, c'est des bosseurs, c'est des courageux, c'est des téméraires. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut venir leur demander de l'aide, du soutien. Ils ne comprennent pas. Hein, ils n'ont pas de compassion. Pour eux, chacun doit se battre. Parce que c'est des personnes qui ne comptent sur personne. D'ailleurs, ils se croient toujours plus forts, même quand il y a plus fort en face d'eux. Les colériques sont véritablement colériques, hein, vraiment colériques et vindicatifs. Hein, ils se mettent facilement en colère et peuvent agir violemment dans les paroles et même physiquement. C'est très important. Ils n'ont pas de douceur, ils n'ont pas de tendresse, ils ne sont pas affectifs. Ces gens qui sont difficiles à vivre. Hein? Ma chère sœur, essaie de voir ton homme à la maison, peut-être il est colérique. Et la bonne nouvelle cet après-midi, c'est que à la fin de cet exposé, nous verrons comment interagir avec ce genre de personnes pour que leur côté négatif n'affecte pas négativement le mariage. Imprudent et impatient. Le dominant, ils sont imprudents et impatients parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux. Hein? Ils aiment aller vite. Ils ne connaissent pas la patience. Et donc subissent souvent les conséquences, n'est-ce pas, de la précipitation. C'est-à-dire que tu as une confiance aveugle en eux. J'ai vu une émission une fois où le lion, vous savez, le lion, quand il regarde l'éléphant, qui est plus de 10 fois plus lourd que lui, plus gros que lui, plus fort que lui, mais le lion, quand il voit l'éléphant, il ne voit que la nourriture. Il ne voit pas l'obstacle, il ne voit pas quelque chose de plus puissant que lui, plus fort que lui. Non, il voit que lui, il a en face de lui la nourriture. Et donc parfois, en s'engageant, parfois il s'engage même face à un troupeau, et il se fait. J'ai vu des émissions où les lions se font écraser. Il attaque un buffle qui est 3 fois plus puissant que lui. Et puis, malencontreusement, il se fait, n'est-ce pas, enfourcher la corne du rhinocéros ou bien du buffle, ainsi de suite. Donc, c'est des gens qui sont imprudents et qui sont impatients. Et je l'ai dit, ils sont égocentriques et égoïstes. Puisque c'est eux-mêmes qui se battent, c'est des battants, c'est des survivants. Voilà. Ils ne tolèrent pas le reproche. Hein? Ils aiment imposer leur autorité. Ils n'aiment pas partager. Voilà. Ils aiment les éloges, mais ne donnent jamais les éloges aux autres, puisqu'ils sont les plus forts. Puisqu'ils sont les plus forts, puisqu'ils sont les plus intelligents. Donc voilà quelques défauts, hein, du dominant, du colérique. Ils sont focalisés sur leur intérêt personnel et pas ceux des autres. Donc voilà les deux tempéraments des extravertis. On a vu les sanguins ou influents et les colériques ou dominants. Pour cet après-midi, nous pouvons nous arrêter là et rappeler aux auditeurs de la radio Upper Room que l'émission Au cœur de la famille, c'est tous les lundis à partir de 15h. Aujourd'hui, nous parlions du tempérament. Alors, ce tempérament cause beaucoup de problèmes. Nous l'avons dit à l'entame de cette émission, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Le tempérament, la question du tempérament cause beaucoup de problèmes dans les foyers. On se marie souvent sans avoir étudié le tempérament de l'un et de l'autre. Et après quelques mois, quelques années de mariage, on commence à dire qu'il a changé. Non, il n'a pas changé, mon frère ou ma soeur. Elle n'a pas changé, mon frère. C'est juste que
Tu n'as pas pris le temps de bien étudier son tempérament. Voilà pourquoi nous voulons, à un moment donné, n'est-ce pas, aider celles et ceux qui le souhaitent. Peut-être, jusqu'à maintenant, tu ignores quel est ton tempérament. Peut-être, tu n'as pas eu la chance de te former au mariage. Je veux t'offrir une opportunité. Tu vas retirer une fiche lundi prochain à la radio Upper Room. Tu peux venir à la radio, tu retireras ta fiche que tu rempliras et tu m'enverras ça. Tu viendras soit déposer sous pli fermé, soit m'envoyer par WhatsApp. Mais je préfère que tu déposes à la radio sous pli fermé. Et quand je vais... D'ailleurs, quand tu vas remplir, toi-même, tu verras à la fin quel est ton tempérament. Et ensemble, nous allons travailler avec ce que toi-même tu auras découvert pour t'aider. Et si tu es en couple, fais-le avec ton époux de manière... Vraiment, faites ça chacun de manière individuelle. Sans hypocrisie. Faites-le de manière individuelle. Ne le faites pas de manière commune. Remplissez, mettez sous pli fermé et venez redéposer à la radio ou alors appelez-moi au 6 93 44 89 79. 6 93 44 89 79. Ou alors le 670 19 24 97. 670 19 24 97. Les tempéraments, il faut connaître. Si tu es jeune et que tu n'es pas encore marié et que tu aspires au mariage, connais-toi toi-même. Remplis cette fiche et découvre ton tempérament. Quand tu connais ton tempérament, ce sera plus facile pour toi de le maîtriser. Se connaître, c'est d'abord se maîtriser. Mais ensuite, si toi tu es en couple, connais le tempérament de l'autre. Et ça, tu comprendras pourquoi quand il y a telle ou telle situation, elle ou il agit de telle ou de telle manière. Je l'ai dit dans l'introduction, nos tempéraments nous sont imposés. C'est les gènes. Si tu as eu un papa violent, il y a de fortes chances que tu sois violent. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette émission a été mise sur pied pour résoudre ce genre de problème. Nous allons à un moment donné vous aider à ne plus être violent dans vos foyers, à ne plus avoir des comportements qui, n'est-ce pas, fragilisent votre foyer, qui rend malheureux ou malheureuse votre conjointe ou votre conjoint, qui affectent même la vie des enfants. La question des tempéraments détruit les couples. J'ai eu la grâce de faire certaines conférences et surtout quand je faisais des conférences sur le tempérament, les questions n'en finissaient pas de pleuvoir. Parce que l'homme est peut-être introverti, on verra ça lundi prochain. L'homme est introverti, il ne parle pas. Il a tel projet, il ne parle pas à sa femme. Il pense à tel projet, il ne parle pas. Sa femme a fait peut-être un écart de comportement, ou son mari, parce que ce n'est pas toujours les femmes. Son mari a peut-être fait tel état de comportement. La femme est à la maison calme, elle ne parle pas. L'homme a commis une gaffe, il rentre, silence radio. Tu aurais aimé peut-être partager avec ton épouse, avec ton époux, tel ou tel projet. Mais dès que tu évoques, tu as en face de toi un mur. Et tu te fâches. Parfois, tu as l'impression qu'on te méprise. Parfois, tu as l'impression que dans ce couple-là, tu n'as pas ta place. Ce n'est pas ça. C'est juste que l'autre, ton vis-à-vis, peut-être a été bâti. Peut-être a des gènes qui ne sont pas les mêmes que les siennes. Peut-être il ressemble à son père, ou à son grand-père, ou à sa mère. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous allons trouver, n'est-ce pas, un moyen pour vous d'interagir avec vos époux et apporter une solution à la question des tempéraments, à la question des comportements dans vos foyers. Voilà l'objet de cette émission. Voilà le but de cette émission, c'est de réparer, restaurer les familles, mais aussi d'anticiper sur ceux qui s'engagent
dans les voies du mariage. Nous voulons vous donner tous les outils pour que vous viviez un mariage heureux. Ce n'est quand on vit un mariage heureux qu'on glorifie Dieu. Parce qu'il demande qu'on soit toujours, soyez toujours joyeux. Soyez toujours dans un Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Alors si on se marie et qu'on est malheureux, on ne peut pas glorifier Dieu. Même si on est pasteur. Tu es pasteur, tu vis, n'est-ce pas, l'enfer dans ton foyer. Tu ne peux pas glorifier Dieu. Dieu se glorifie dans notre joie. Parce que la joie que nous dégageons impacte les autres. Impacte les autres membres de la famille. Impacte notre environnement. Impacte l'église. Impacte tout le monde. Et les gens en voyant cette joie vont questionner la source. D'où vient ta joie? Et ils se rendront compte que Dieu est le centre, n'est-ce pas, de ton mariage. Mais pour cela, il faut que tu te formes. Il a mis des hommes pour bâtir les couples, pour bâtir les foyers. Et l'émission au cœur de la famille est cet instrument que Dieu, n'est-ce pas, vous dispose gracieusement et gratuitement pour bâtir vos foyers. Donc, merci de votre écoute. Nous nous retrouvons lundi prochain à partir de 15h. C'est sur la radio Upper Room et nous continuerons de parler de la gestion des tempéraments dans le foyer. Que le Seigneur bénisse vos foyers, que le Seigneur vous bénisse, paix dans vos foyers et que Dieu vous bénisse.